L'univers a l'air tout à fait plat, ce qui signifie soit qu'il l'est, soit qu'il est un tout petit peu incurvé et que cela ne se voit pas. Dans ce cas, l'univers pourrait se recourber sur lui-même et former une sorte d'hypersphère. Il serait alors délimité en taille et en volume, et donc ni plat ni illimité. Autrement dit, l'univers se serait tellement développé et si vite qu'il aurait l'air plat. Imaginez un insecte marchant sur un gigantesque ballon. Plus le ballon est grand, plus le sol a l'air plat. L'insecte peut aller n'importe où, dans n'importe quelle direction, l'univers lui semblera parfaitement plat. C'est en prenant du recul que l'on verra que l'insecte marche sur un gros ballon. Tout a été chamboulé avec l'arrivée d'un nouvel outil, la sonde anisotrope à micro-ondes de Wilkinson, ou WMAP. Elle a fourni des images remarquables, véritable révélation quant à la forme de l'univers. Ce que nous avons ici, ce sont des photos de l'univers naissant, quand il n'avait que 400 000 ans. On remonte dans le temps, à l'époque où les galaxies ne sont pas encore formées. Il n'y a que les gaz inertes et dispersés, qui plus tard formeront les galaxies, les étoiles et les planètes. La sonde WMAP révèle les premiers balbutiements de la création. Officiellement, sa fonction est de mesurer les radiations laissées par le Big Bang. Mais aujourd'hui, des chercheurs ont conçu une méthode permettant de calculer la forme globale de l'univers. Si j'envoie un rayon de lumière et que je trace un gigantesque triangle, d'ici jusqu'aux limites de ce que nous pouvons voir et retour, la somme des angles doit être égale précisément à 180 degrés. Si l'univers est rond comme un ballon, la somme des angles du triangle sera supérieure à 180 degrés. Pour savoir si l'univers est plat ou arrondi, on a envoyé des rayons laser dans l'espace pour former un triangle de lumière géant. Que savons-nous? Après avoir pris ces mesures, on peut l'affirmer. Cela fonctionne à merveille. La somme des angles du triangle est exactement égale à 180 degrés. L'univers est plat. La sonde WMAP semble le confirmer. Mais certains grands scientifiques réfutent en partie cette idée. Je dirais que l'univers est une sorte de bulle de savon, si faiblement arrondie que c'est quasiment invisible. Pour certains experts, il existerait encore d'autres types d'univers parallèles ailleurs. Des univers de niveau 2, composés de gigantesques bulles de savon flottant dans l'immensité de l'espace. Chaque bulle est indépendante et contient son propre univers. Alors, est-ce que nous vivons vraiment dans une immense bulle de savon? Notre univers ne serait-il qu'une énorme bulle parmi une multitude d'autres bulles cosmiques? Si cette formidable idée d'univers parallèle de niveau 2 était vraie, la nature du cosmos serait encore plus étonnante que tout ce que nous avions pu imaginer. Et si au moment de sa création, notre univers avait gonflé brusquement pour former une gigantesque bulle de savon cosmique, il flotterait alors dans un océan bouillonnant parmi d'autres superbulles. Celle-ci pourrait se percuter et engendrer une génération d'univers. Ça arrive tout le temps. Des univers grossissent, éclatent et regonflent à nouveau pour atteindre des tailles énormes. On appelle le milieu dans lequel évoluent ces bulles de niveau 2 la masse ou l'hyperespace. Ici, des bulles peuvent se former et se reformer. Elles peuvent aussi se diviser. C'est dynamique. Ce sont des univers créés à partir de rien. Des univers créés à partir d'autres univers.
L'ensemble de ces bulles constituent les univers parallèles de niveau 2 et contiennent un nombre infini d'univers parallèles de niveau 1. Les univers de niveau 1 et de niveau 2 se trouvent dans un même espace, le nôtre. Il n'en existe qu'un qui possède différentes zones que nous appelons univers parallèles de niveau 1 et de niveau 2. Traverser le niveau 2 des univers parallèles, qu'on appelle aussi multivers, serait une expérience spectaculaire et effrayante. Dans un multivers d'univers, chacun apparaît et disparaît, peut-être en se heurtant les uns aux autres. Une expérience qui naît du désastre. Ce qu'on appelle un multivers de niveau 2 doit être considéré comme une arborescence ou une structure fractale. C'est là qu'on trouve dans l'espace des zones qui se dilatent énormément pour former des spirales autour d'autres zones. Et d'autres encore peuvent en surgir, si bien que ces ramifications se développent dans la confusion, le chaos, à partir des précédentes. Et un nombre infini d'univers dans ce multivers. On appelle ce processus monumental une éruption de bulles. Oui, une éruption de bulles est une expression stupide pour désigner ce processus. Vous voyez cette matière bizarre gonfler, puis partiellement s'arrêter de gonfler. Et fabriquer une nouvelle zone bulle qui se développe, puis s'arrête à son tour. À l'intérieur se forme un joli espace calme, à l'intérieur duquel se formeront des galaxies, des étoiles, des planètes et peut-être même des gens comme nous. Nous sommes donc les enfants de la bulle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les enfants de la bulle peuvent apercevoir à l'horizon des univers parallèles. Des chercheurs opiniâtres seraient sur le point de découvrir les derniers mystères de l'univers. Pourquoi nous intéresser à ces univers que nous ne pouvons pas atteindre? Parce qu'ils renferment le secret des secrets, le secret de l'origine de tout ce qui existe. Pour la première fois, nous pouvons imaginer d'où vient notre univers. Notre univers serait peut-être issu de la collision de deux univers parallèles. Oui, peut-être est-il né d'un autre univers. C'est tout l'intérêt de la recherche moderne sur le Big Bang, sur la physique d'avant la Genèse. Mais il y a un problème. Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché à construire une théorie globale qui réunirait celle de la relativité générale d'Einstein, qui explique les lois de la gravité à grande échelle, avec la physique quantique, qui est la science de l'infiniment petit. Ces deux théories réunissent tout ce que la science connaît à ce jour sur le cosmos. Mais elles sont comme le chat et la souris. C'est la guerre entre eux. Ces deux théories sont ennemies. Elles sont totalement contradictoires, incompatibles. Il est impossible dans notre monde actuel d'admettre une version quantique de la théorie de la relativité. Comment conclure ce mariage forcé entre deux théories antagonistes? Les rassembler donnerait une nouvelle théorie dont les éléments, je crois, nous permettraient de comprendre le Big Bang et l'origine de l'univers. Quand, dans les années 80, les scientifiques ont découvert la théorie des cordes, elle devait permettre de comprendre les mystères de l'univers, qui impliquaient l'existence éventuelle de mondes parallèles. Elle se base sur l'idée que toutes les particules ne sont pas des points solides, comme le prétend la science. Au contraire, quand on les regarde attentivement, on s'aperçoit que ce sont de petits éléments en forme de cordes qui vibrent dans toutes les directions. Selon la théorie des cordes, la vibration d'une corde engendre différentes particules. Et ça, c'est de la physique. D'une certaine façon, c'est plutôt musical. Ça serait comme prendre une guitare ou une basse et jouer des notes différentes, audibles, grâce à la vibration des cordes. En explorant la théorie des cordes,
les chercheurs ont fait une découverte remarquable. Nous avons découvert que les cordes n'étaient pas seules concernées. Les membranes, ainsi que d'autres objets, pouvaient aussi vibrer, comme si on renforçait le groupe en y ajoutant un batteur, d'autres instruments, et que cela élargit son répertoire. La théorie des cordes a évolué vers ce qu'on appelle la théorie des membranes. On sait maintenant que toutes les particules que nous voyons dans la nature, ainsi que dans l'univers, sont composées de membranes et de cordes qui vibrent.